Et là, je parle plutôt pour les enfants qui ont été adoptés. Il y a un truc de... Si à un moment donné, t'en as voulu à tes géniteurs, génitrices, aux personnes qui t'ont donné la vie, moi, je sais que ce qui m'a fait vachement de bien, c'est de me détacher de ça, quoi. Parce que ça reste et ça te mine et ça te... Tu vois, il y a un truc presque d'aigreur, on va pas se mentir. Et se détacher de ça et se dire, mais en fait, c'est pas ça l'histoire. Même si j'entends que c'est moins confortable. Parce qu'on est tous très très forts pour se raconter des histoires qui vont bien et qui... Mais faire preuve de sincérité vis-à-vis de ça, c'est aussi se détacher d'un poids énorme et de se dire, bah du coup, c'est quoi l'autre histoire ? Et moi, ça fait plusieurs années que je me raconte l'autre histoire. Tu sais, en préparant cette interview, je m'étais dit, je vais te poser la question sur comment l'adoption a façonné ta vie. Ouais. Mais en fait, je me rends compte, c'est pas tellement l'adoption, c'est ton bagage culturel. Enfin, c'est la culture, comme tu viens de l'expliquer, c'est impressionnant. Tout ce qui a, sans le savoir, a drivé ta vie. Ouais, c'est ça, je trouve ça fort. Et puis l'éducation que j'ai reçue. Enfin, vraiment, là-dessus, il n'y a pas de... Et c'est marrant. Souvent, dans les interviews, et toi, ce que je trouve très agréable, c'est que tu vas pas du tout dans ce terrain-là et tu n'essayes pas du tout de dégager cette image-là de moi. Mais souvent, on essaie de ramener mon parcours au trauma d'abandon, au fait de se dire, OK, en fait, c'est parce que tu as été abandonné, que tu as été adopté, que aujourd'hui... Et en fait, j'entends, mais souvent, je dis... non, je suis une enfant bourgeoise de parents inspecteurs. Et en fait, au-delà de tout ce qu'on se raconte là, faut aussi resituer dans... J'ai eu 2 parents qui ont fait des bêtes d'études, hyper smart. J'ai eu un père qui littéralement a dédié de mes 7 ans jusqu'au moment où il est mort, toute sa vie à mon éducation, comment faire de cet enfant une bête de société, comment lui transcrire tous les bons codes. Et en fait, c'est aussi ça. C'est pas que... cet enfant avait envie de vivre et on l'a vu depuis qu'elle a 2 mois. C'est aussi l'éducation que j'ai reçue, la transmission, le bagage culturel, le bagage social, le bagage économique, le fait que j'ai voyagé, Et il y a tout ça aussi à ramener dans qui je suis aujourd'hui et dans ce que je fais. Et tu vois, quand j'écris des livres, j'écris pas que des livres parce que j'ai un sujet avec la transmission, j'écris aussi des livres parce que j'étais entourée de livres. Parce que j'ai vu toujours mes parents lire, parce que j'ai vu mon père lire 1 livre par jour. Je veux aller dans les écoles et rencontrer des jeunes et tout ça, parce qu'en fait, j'ai vu mes parents faire ça toute leur vie. Parce que j'ai vu mes parents monter des projets associatifs, culturels, d'éducation pour le multilinguisme. Et du coup, ça dit quoi si on mélange le Haoussa avec le français, du coup. Et en fait, j'ai évolué aussi dans ce système-là. Et du coup, j'ai fait un exercice l'autre jour que j'ai trouvé hyper touchant. J'en ai pleuré pendant des jours entiers. C'est demander à ma mère de m'envoyer le CV de ma mère et le CV de mon père. On fait la même chose. C'est-à-dire que... T'as une combinaison des deux ? C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et dans ce truc de dans quoi tu t'inscris et dans les outils qui te permettent de te demander dans quoi tu t'inscris, quand tu n'as pas d'arbre généalogique ou quand potentiellement c'est pas un outil qui t'intéresse parce que t'as envie de te focus sur ce qui est transmis et ce qui est et pas forcément ce qui est inné. Le CV ou le parcours professionnel moi je trouve que c'est hyper intéressant et voir que mon père en 98 a écrit un livre sur des trucs où je suis là. Ah ouais, ok, vraiment fait la même chose, quoi. Comment voir la langue autrement ? Ma mère, ses travaux de fin d'année, c'était l'argot autour de la lettre M, je crois. Et moi, tu vois, je suis là en mode, ah oui, ok. Ouais, quand même, un peu. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'à quelques jours, j'étais sur un lit d'hôpital et qu'en fait, pas du tout. Par contre, si on veut aborder ça d'un point de vue de la dimension spirituelle, le story, évidemment, et qu'en fait, se dire même, mais pourquoi j'étais cette seule enfant dans un orphelinat où il y avait que des mecs, tu vois. Tu peux te poser la question, mais tu peux aussi te dire, ouais, il y a un truc qui s'appelle le hasard. Tu peux aussi. Et je suis hyper à l'aise avec les deux. Mais il y a aussi cette dimension, il y a un moment on a besoin de faire sens de ce qui nous arrive et de pourquoi on est là, donc on peut aussi, comme tu dis, on est très fort pour se raconter des histoires et choisir une version qui va nous propulser vers l'avant, c'est quand même un mécanisme de survie qui est positif. Et c'est un mécanisme de survie qui est super et il y a rien de mieux que se donner de la force. Et moi je pense que cette histoire, et que la façon dont, tu vois, je l'ai raconté pendant des années et même la façon dont je peux encore le raconter ou certains pendants de mon histoire, ça me donne une force de ouf. Mais d'ailleurs, dans ton album jeunesse que tu viens de sortir, Fleur de sel, je vous remontre encore à l'image si vous l'avez, vous. Mais je trouve ça incroyable, la finesse d'écriture que tu as pour parler à des enfants. Il est hyper
C'est juste trop beau. Hein, Aurélien qui est Fronti, qui a illustré l'album. Donc c'est l'histoire de Ouda, une petite fleur, qui va être déracinée finalement et se construire autour de gens qui ne lui ressemblent pas. Et pourquoi tu as voulu écrire une histoire pour des enfants, sachant que tu n'as pas d'enfants encore, et que c'est pas un thème qui est très abordé dans la littérature jeunesse, l'adoption? Bien sûr. Alors, moi j'ai voulu écrire un livre pour enfants parce que après avoir écrit 2 livres pour adolescents, je voulais aller encore plus jeune. Parce que, tu vois, moi, ça fait 6 ans que j'ai ce compte Instagram, je m'en bats avec Lito. Ça fait 6 ans que je vais par Monts et Vaux dans tout le monde entier pour aller rencontrer des adultes, des jeunes, pour leur parler tout un tas de thématiques, pour les aider, les accompagner dans cette démarche qu'est la déconstruction. Et en fait, au bout de 6 ans, tu te dis, alors c'est super. Mais il y a un truc qui marche aussi super, c'est de bien construire, plutôt que de mettre beaucoup d'énergie dans la déconstruction. Et donc, repartons à la base. Repartons basics. Et donc, j'ai décidé à un moment donné de plus me centrer sur la jeunesse. Et le livre pour enfants, c'est plusieurs choses. Un, c'est mon rêve depuis que j'ai 15 ans, d'écrire un livre pour enfants. Moi, j'ai adoré tous les Claude Ponty. Moi, je suis une passionnée. Chien bleu de Nadja, je crois que je le lis toutes les semaines, je l'ai en grand chez moi, tellement c'est un livre que j'adore. Tom Ungerer. Enfin, j'aime la littérature jeunesse et j'aime les livres pour enfants. Même étant encore adulte, j'en lis encore. Dans le fait d'écrire un livre pour enfants, c'est un exercice aussi d'écriture quand t'es écrivaine où ça te force à avoir une certaine forme de modestie que t'as pas forcément quand t'écris des livres pour adultes. Ça te force à collaborer au sens et à ce que ton univers coexiste, c'est-à-dire que l'histoire toute seule ne peut pas exister sans l'illustration. Et donc en fait, l'objet tel que tu l'imagines n'existe à la fin que parce qu'il y a 2 personnes qui ont décidé de faire famille sur un projet. Et qu'à un moment donné, dans cette capacité et finesse que j'ai de rentrer dans l'intime des gens, que ce soit avec les livres, tu vois, les mots du cul par exemple, les gens le mettent dans les toilettes, c'est le livre qui était sur la table de chevet, tu cornes une page pour que ton mec il lise telle page. Et j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup ce biais que j'ai dans les livres, qui est les livres qui rentrent dans l'intime et qui rentrent dans l'intimité des gens. Et il y a un autre pendant de l'intime que j'adore, c'est les routines dodo. Et moi, parce que je vois comment font mes potes, mes copines et mes potes qui ont des enfants, et il y a un truc que je trouve hyper beau, presque sacré, c'est la routine dodo. Et cette capacité et ce pouvoir, du coup, qu'il faut pas prendre à la légère, que tu as de influencer les rêves que vont faire tes enfants. Et dans cette routine dodo, je me suis toujours dit, ouais, s'il y avait un livre qui pouvait leur dire que c'est OK de traverser les émotions qu'ils traversent, que c'était un livre qui finalement ne parlait pas d'adoption, mais parlait de filiation et parlait de faire famille, ça serait super. Et quand je rencontre mon éditrice, je lui raconte cette histoire d'une fleur, parce que je réfléchissais à cette histoire d'une fleur dans le désert qui n'a pas d'eau, et donc ses racines et ses grandes tiges et tout ça, bon, qui me ressemble un peu, quoi. À peine. Et en fait, je commence à lui raconter, je dis voilà, parce qu'en fait, moi, mon histoire, c'est ça. Et puis, quand on est un enfant adopté, ben, en fait, on choisit pas la famille dans laquelle mais finalement, on décide de faire famille. Et en fait, chaque argument que je lui donne pour lui parler de la singularité de mon ouvrage, elle me dit, bah, ça, c'est dans toutes les familles. Bah, ça, ouais, ça, c'est tous les enfants. On peut décider, à un moment donné, de plus parler à ses parents. Bah, ça, c'est le concept même de la responsabilité émotionnelle. Bah, ça, c'est. Et en fait. Et c'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle on a signé. Elle me dit, moi, je ne publierai pas un livre qui parle d'adoption. Je publie un livre qui parle aussi à des enfants et à des familles qui ne sont ni adoptantes et à des enfants qui n'ont pas été adoptés. Et donc, comment on est passé d'adoption comme thématique à faire famille. Et les émotions, moi, c'est un truc qui me passionne parce que j'apprends à les traverser de façon beaucoup plus simple. J'apprends à peut-être moins les juger. Et je me dis que on n'a pas assez abordé ça sous le prisme de c'est aussi un apprentissage d'apprendre à repérer les émotions et à ne pas les juger et à juste les accepter et les traverser. Et je me dis, waouh, le sel, ça serait super parce que moi, la cuisine, c'est ce qui fait que j'arrive à faire communion. Et d'ailleurs, en fait, chez moi, il y a toujours du monde à la maison. Les gens viennent toujours manger. Ils arrivent avec des tuppers parce qu'ils savent que je fais 3 fois trop à manger et que tu repars et que la table, ça a toujours été pour moi la matérialisation de ça donne quoi si je réfléchis à un truc qui fait que je peux mettre autour d'une table des gens qui sont pas d'accord, qui se connaissent pas forcément, presque qui s'entendent pas. C'est quoi le truc qui fait que tout le monde ferme sa gueule pendant 2 heures et qu'en fait on est d'accord? Faire à manger. C'est le seul truc que j'ai trouvé à date pour faire communion entre humains. Je prends toutes les autres propositions. Moi, c'est le seul truc que j'ai réussi à faire. Et chez moi, depuis la nuit des temps, ça marche comme ça. À l'adolescence, il y avait du monde qui venait manger tous les midis chez moi. Enfin, chez moi, ça s'appelait la maison du peuple. Enfin, ça a toujours été comme ça chez moi. Et puis je me dis, les larmes, peut-être qu'on les accepterait moins si on en tirait quelque chose.
si c'était pas juste j'ai pleuré, je me sens mieux. Et puis je me dis, ouais, mais en fait, les émotions, ça se traduit beaucoup. Enfin, ça devrait peut-être plus se traduire par des larmes si on en a envie et qu'en fait, finalement, le fait est qu'on ne s'autorise pas. Et puis donc, je réfléchis à cette fleur dans le désert qui pleure et qui récupère la fleur de sel de ses larmes, qui irrigue, qui arrive à filtrer, qui irrigue et qui récupère cette fleur de sel qui sont des sels d'émotions. Et je me dis, en fait, au même titre que moi, l'amour, c'est ce que j'ai en commun, peut-être que les sels, différents sels de différentes émotions, c'est ce qui fait qu'on arrive à faire communion et qu'on arrive à faire famille. Parce qu'en fait, on se ressemble pas, mais peut-être que le sel de telle douleur, on sait quel goût ça a, il a un goût particulier. Et comment est-ce que du coup, on peut cuisiner avec les sels de tout le monde, étant une façon de les reconnaître, de les accepter et de dire qu'elles sont bienvenues. Et donc, cette histoire, elle part de là.